Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Dernier jour pour l'examen du budget de la sécurité sociale au Sénat. Ce matin, les sénateurs ont adopté la création d'une protection universelle maladie afin de simplifier les démarches des assurés. Alors que la mobilisation des médecins contre le tiers payant généralisé ne faiblit pas, ils sont en grève jusqu'à lundi. Début la semaine prochaine du Congrès des maires de France à Paris. Un rendez-vous à haut risque pour Manuel Valls, le Premier ministre attendu de pied ferme par les élus, toujours vent debout contre la baisse des dotations. Pour y remédier, le Sénat s'est prononcé en commission pour une limitation de cette baisse. Toutes les réactions dans un instant. Comment mesurer les particules et les polluants émis par les véhicules après le scandale Volkswagen? C'est le thème d'un colloque qui s'est tenu ce matin au Sénat. Quelle crédibilité pour la filière automobile? Comment peut-elle s'adapter aux nouvelles normes environnementales? On posera la question à nos invités. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner aujourd'hui, nos journalistes en duplex, Tam Tranui, salle des conférences, et Saveria Rojek dans l'hémicycle du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Et pour commencer ce multiplex, on prend tout de suite la direction de l'hémicycle où nous attend Saveria Rojek. Bonjour Saveria, vous êtes en direct de la tribune de presse. Alors on sait que la discussion doit s'achever d'ici moins d'une heure sur le PLFSS. Où en est-on aujourd'hui? Oui Delphine, vous venez de le dire, effectivement les sénateurs sont sur le point d'achever l'examen de ce PLFSS 2016. Alors ce matin, ils ont voté toutes les mesures qui concernent la maladie, avec bien sûr l'adoption de la réforme phare du texte, la PUMA, la protection universelle pour la maladie. Alors c'est en fait un mécanisme qui permet à tous les Français d'accéder directement à l'assurance sociale, une réforme qualifiée de majeure pour le gouvernement. Le Sénat s'est néanmoins inquiété de la mise en œuvre de cette mesure. Alors les sénateurs ont également voté un mécanisme de garantie contre les impayés de pensions alimentaires, des mesures qui facilitent l'accès à la contraception pour les mineurs, ainsi que la gratuité du dépistage du cancer du sein pour les femmes présentant des antécédents familiaux. Enfin, les sénateurs ont également adopté conforme l'article 43 qui prévoit des mesures pour lutter contre l'obésité chez les jeunes. Alors concrètement, à partir de l'été prochain, le médecin traitant pourra prescrire aux enfants entre 3 et 8 ans, chez qui il a décelé bien sûr un risque d'obésité, eh bien il pourra prescrire des consultations diététiques ou bien des bilans d'activité physique. Alors pour l'instant, ce dispositif sera uniquement testé dans certains départements avant une généralisation possible en 2019. Voilà donc Delphine pour toutes ces mesures qui concernent la maladie. Je vous rappelle qu'un vote solennel sur l'ensemble du PLFSS 2016 sera organisé ici au Sénat mardi prochain. Merci beaucoup Saveria. Et hier, les sénateurs ont voté l'amendement centriste qui propose de reporter l'âge légal de départ à la retraite à 63 ans, emboîtant le pas à l'accord intervenu entre partenaires sociaux sur les retraites complémentaires. Géraldine Bavoilo. Le Sénat a adopté. L'âge légal de la retraite est porté à 63 ans. Contre l'avis du gouvernement, le Sénat a relevé l'âge de départ à la retraite. Une mesure équitable selon la droite qui veut harmoniser les régimes de retraite complémentaires dans le privé et le public. Pour le gouvernement, une mesure inutile. Selon la ministre, le régime vieillesse devrait repasser dans le vert en 2016. Pourquoi diable voulez-vous encore toucher à l'âge du départ en retraite, puisque les comptes sont à l'équilibre? Pour les sénateurs, de fausses prévisions. La ministre, elle nous a dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Elles vont rentrer dans l'ordre, les choses, si on fait baisser le chômage à 4,6%, ce qui ne sera pas le cas vu les conditions actuelles, et si le gain de productivité gagne de 2 points. Alors, les prévisions du gouvernement sont trop optimistes et ne sont pas sincères. Les communistes reprochent à la majorité de droite de faire peser les efforts sur les retraités déjà en difficulté. On a déjà des pensions très basses. Eh bien, la droite veut encore accentuer cette classe de nouveaux pauvres qui sont les retraités. Mais en deuxième lecture, l'amendement a peu de chances de passer à l'Assemblée nationale. Et c'est un vendredi noir pour les patients. Jusqu'à lundi, les médecins libéraux sont appelés à fermer leur cabinet et à faire grève pour protester contre la loi santé qui généralise le tiers payant. Alors que Marisol Touraine, la ministre de la Santé, estime que les craintes des médecins ne sont pas fondées. Écoutez les explications de ce médecin en grève suivies de la réaction de la ministre de la Santé. Regardez, ça c'est la journée d'aujourd'hui, depuis ce matin. Ça, c'est la colonne des espèces. J'ai gagné 23 € plus 2 fois 7. La colonne d'échecs, rien.
le tiers payant, c'est là. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui font tiers payant sur la part obligatoire à tout le monde et qui est beaucoup de gens soit en CMU, soit en aide médicale d'État, soit en 100%. Et déjà, il y a des ratés. Donc moi, je ne le ferai pas, je désobéirai, j'irai en prison, ils viendront me chercher s'ils veulent. Je ne ferai pas le tiers payant avec les mutuelles si ce n'est pas facile. S'il n'y a pas une carte que je mets dans mon lecteur, en un seul flux, je leur envoie, ils me payent, ils se débrouillent entre eux. Nous avons introduit, par rapport à ce qui était ma proposition de départ, Oui. toute une série de garanties pour tenir compte des préoccupations des médecins. Privé. J'ai inscrit dans la loi, pour répondre à cette demande, que le paiement se ferait en moins de 7 jours. Dans le reste de l'actualité, l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, condamné à 2 ans de prison avec sursis, 75 000 € d'amende et 5 ans d'interdiction de toute fonction publique. Il a été condamné dans l'affaire des primes en liquide du ministère de l'Intérieur. Ses avocats ont annoncé que leur client allait faire appel. Et on poursuit notre multiplex. Vous le savez, c'est le principe de cette émission avec Tantra Nuit. Jeudi prochain, les sénateurs entament l'examen du projet de loi de finances. Et en commission, ils ont réduit la baisse de la principale contribution financière de l'État aux collectivités, la fameuse DGF, de 1,6 milliard d'euros. Alors pour en parler, vous êtes aux côtés du sénateur Les Républicains, Philippe Dallier. Oui, effectivement, la commission des finances dont Philippe Dallier fait partie a décidé de réduire la baisse prévue de la dotation globale de fonctionnement de 1,6 milliard d'euros, ce qui fait porter l'effort des collectivités à environ 2 milliards d'euros. Alors, est-ce que tous les sénateurs étaient d'accord sur ce sujet ou est-ce que seuls les sénateurs de droite voulaient cette mesure ? Écoutez, seuls les sénateurs de la majorité sénatoriale ont approuvé l'amendement présenté par le rapporteur général qui réduit effectivement la baisse des dotations. Mais on sentait bien chez nos collègues de gauche que s'ils s'étaient un peu laissés aller, ils l'auraient probablement voté. Est-ce qu'il ne faut pas que les collectivités, cependant, participent à l'effort national ? Michel Sapin a dit que les collectivités devaient y participer et qu'elles y participent pour l'instant moins que l'État ou que la sécurité sociale. Non. Oh, je le répète, et on l'a toujours dit ici au Sénat, l'ensemble des collectivités locales sont d'accord pour participer à l'effort de réduction de la dépense publique. Ceci étant dit, c'est une question d'enveloppe et de rythme. 12 milliards et demi en 4 ans, c'est bien trop. Beaucoup de collectivités locales et les 2/3 des communes vont se trouver dans des difficultés financières inextricables avant 2017. J'entendais ce matin le maire de Grenoble, qui est un maire écologiste, donc il n'est pas de la majorité sénatoriale, qui disait que l'année prochaine, sa ville serait sous tutelle parce qu'elle perdrait encore 20 millions d'euros. Donc il faut que le gouvernement entende cela. La baisse qui est proposée, c'est-à-dire 3,6 milliards d'euros cette année et encore 3,6 milliards de plus l'année prochaine, c'est trop important. Les collectivités ne pourront plus investir. Elles seront en plus contraintes d'augmenter les impôts locaux. Donc c'est une question de rythme. On avait proposé l'an dernier d'étaler la dépense, la réduction de ces dotations sur une période plus longue. Le gouvernement ne l'a pas entendu. Cette année, il ne nous entend pas à nouveau. Donc voilà pourquoi la Commission des finances a décidé d'adopter cet amendement qui réduit de 3,6 à 2 milliards. Alors en commission, vous avez aussi décidé de supprimer l'article 58 qui acte les grands principes de la réforme de la dotation globale de fonctionnement. Est-ce que l'annonce du report de cette réforme de janvier 2016 à janvier 2017, ça ne vous suffit pas ? Non, ça ne nous suffit pas parce que le gouvernement nous demande quelque chose d'assez étrange. Il nous demande de reporter la réforme, très bien, nous en sommes d'accord, c'est ce que nous demandions. Mais cependant, il nous demande d'adopter malgré tout les grands principes de la réforme. Alors que si effectivement nous demandons le report, c'est parce que cette réforme n'est pas prête. Les simulations qui nous ont été montrées démontrent à l'évidence que les choses ne sont pas mûres, le texte n'a pas été suffisamment travaillé. Donc on ne peut pas nous demander, 1, de reporter la réforme, mais 2, d'en accepter quand même tous les principes proposés par le gouvernement. Donc le Sénat dit une chose très simple, nous supprimons l'article qui détaille cette réforme de la DGF, mais nous demandons au gouvernement, dans les mois qui viennent, un rapport qui fera suite à un travail effectué par les services de Bercy et du ministère de l'Intérieur, simulations à l'appui qui nous permettront de trouver la meilleure réforme possible. Qu'est-ce qu'il faut faire comme réforme, puisque tout le monde est quand même d'accord sur le principe d'une réforme, puisque la DGF était devenue illisible, opaque et injuste. Oui, elle est illisible, elle est inégalitaire. Donc il y a différentes pistes. Le gouvernement avait choisi une piste qui, à l'évidence, pose des difficultés. Donc maintenant, il faut essayer. Mais simulation à l'appui, c'est bien ce qui nous manque. D'autres critères de répartition. Donc il est difficile de vous répondre avant d'avoir fait le travail. C'est bien ce qui fait dire à la Commission des finances qu'on ne peut pas adopter des principes dont nous savons qu'ils ne sont pas les bons et qui devront être modifiés.
Merci beaucoup Philippe Dallier d'avoir répondu à nos questions. La dotation globale de fonctionnement, on n'a pas fini d'en parler. Elle fera notamment l'objet d'un débat mardi soir au Sénat, Delphine. Merci beaucoup Tam. L'économie française redémarre après avoir stagné au cours des 3 mois précédents. La croissance repart à la hausse, plus 0,3% selon les premières estimations de l'INSEE. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de croissance, s'est félicité Michel Sapin, le ministre des Finances. Je vous lisais en titre l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques organisé ce matin au Sénat un colloque sur les mesures des émissions de particules et de polluants par les véhicules. En plein scandale Volkswagen, c'est toute la question de la crédibilité de la filière automobile qui est posée. Quentin Calmy. En pleine crise des moteurs diesel Volkswagen, difficile pour le consommateur de faire encore confiance aux normes automobiles. Constructeurs, élus, sociétés civiles ou encore représentants des ministères ou de la Commission européenne, tous étaient réunis au Sénat ce matin. Une rencontre rare entre tous les acteurs de la filière et l'occasion aussi d'un échange franc. J'attire votre attention quand même sur le choc, évidemment, et c'est une évidence pour tout le monde ici, qu'a été Volkswagen. Vous avez vu l'engagement du groupe PSA de faire toute la transparence sur cette question-là, donc avec des essais qui seront faits. Donc c'est nouveau. C'est un engagement nouveau, vous voulez dire. Ça a été publié. C'était un engagement nouveau de faire la transparence. Oui. Ou c'est un engagement qui était déjà existant avant? Je n'ai pas compris. C'est un engagement nouveau de faire la transparence. D'accord, donc il n'existait pas avant. Merci. Il faut réellement que le consommateur puisse sentir qu'il y avait un avant et un après. Je pense que c'est un élément en matière de crise comme celle que connaît aujourd'hui l'industrie automobile avec le choc Volkswagen, c'est qu'il faut qu'il y ait un avant et un après. La transparence, devenue le maître mot pour les constructeurs automobiles, pour ne pas être associés au scandale Volkswagen. Il y a 2 choses sur lesquelles on s'engage. Premièrement, c'est à supporter effectivement les évolutions de réglementation, ainsi que je l'ai déjà dit, RDE, WLTP, mais également on s'est engagé récemment à communiquer sur des valeurs réelles de consommation client sous la supervision et la validation d'un organisme indépendant de type ONG. Depuis 15 jours, les marques françaises mettent en avant de nouveaux tests en conditions réelles d'utilisation. Même mouvement au sein du ministère de l'écologie où l'on planche sur le sujet au sein d'une commission. Reste aussi à attendre les changements au sein de l'Union européenne, pourquoi pas autour d'une haute autorité de contrôle. Et on ouvre le débat de ce Sénat 360 avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Chasseret. Bonjour, vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Merci d'être avec nous. Face à vous, Charles Constantin Vallée. Bonjour, vous êtes avocat d'automobilistes qui vont prochainement porter plainte contre Volkswagen pour tricherie. Vous allez nous dire justement dans un instant de quoi il s'agit. Alors ce débat, on vient de le voir ici au Sénat. On sent qu'il y a quand même une évolution, petite évolution peut-être perceptible de la part des constructeurs automobiles qui disent maintenant vouloir plus de transparence. Votre réaction, Pierre Chasseret? Je suis un petit peu embêté quand je vois ce sujet et quand j'entends le vice-président de l'Assemblée nationale dire il y avait un avant, il y aura un après. Oui, mais on le sait déjà parce qu'en fait, des tests en conditions proches des conditions réelles de circulation pour l'homologation des véhicules, c'est déjà prévu. Mais c'était déjà prévu depuis très longtemps. Et ça va être mis en place en 2017. C'était prévu, mais ça n'a pas empêché la tricherie et le scandale Volkswagen, finalement. Parce qu'elle a eu lieu avant. Mais il n'y a pas un avant et un après cette affaire. Il y a un avant et un après la mise en place de normes d'homologation en conditions réelles de circulation. C'était ça le véritable avancée. Pour l'instant, on avait grosso modo des données laboratoires. Donc chacun avait la volonté d'optimiser au mieux les émissions polluantes de son véhicule parce que la norme était dure à respecter. Je pense que cette évolution qui va aller vers des conditions réelles d'utilisation, elle était souhaitable, mais ce n'est pas dû à l'affaire Volkswagen. Ça existait depuis bien avant. Ouais. Et ça sera mis en place dès 2017. C'est plutôt une excellente chose d'ailleurs. Ouais. Maître Constantin Vallée, alors je le disais, vous allez déposer plainte contre X la semaine prochaine auprès du procureur de Paris pour donc tromperie et pratiques commerciales trompeuses. Quel est un peu l'objectif poursuivi par cette plainte et comment ça va se passer? Est-ce que c'est une sorte de class action à la française? Alors, c'est une sorte de class action à la française, mais qui n'est pas l'action de groupe telle qu'elle a été votée dans la loi Hamon l'année dernière, puisque les avocats français n'ont pas le droit de lancer d'action de groupe. Donc, c'est une action qui est fondée sur le droit de la consommation, c'est-à-dire la tromperie et la pratique commerciale trompeuse. Cette action va passer par une plainte effectivement pénale, c'est-à-dire que l'ensemble des plaignants vont pouvoir déposer plainte dans le cadre de l'enquête qui est en cours. Et l'objectif poursuivi par les plaignants,
c'est simple, c'est d'être réparés du préjudice qu'ils subissent parce qu'ils ont effectivement été trompés. Alors, je réagirai peut-être après sur cet avant et cet après. Non, allez-y. Est-ce que vous constatez justement qu'il y a un avant et un après pas nécessairement, effectivement, en termes de cadre réglementaire qui va évoluer. Mais c'est plutôt que, du point de vue du juriste, et du point de vue de l'avocat, et du point de vue du droit de la consommation, en réalité, c'est pas qu'il y a un avant et un après, c'est que tout le monde prend conscience qu'il y a un droit de la consommation et que le consommateur doit recevoir une information loyale. Et aujourd'hui, la problématique qui est aussi posée, c'est que par les tests qui existent aujourd'hui, l'information qui est donnée par les professionnels n'est pas totalement loyale vis-à-vis des consommateurs. Alors bien sûr qu'il existe d'autres données, notamment dans la presse spécialisée, où on voit très bien la différence de consommation, de performance d'ailleurs parfois. Le consommateur, lui, du point de vue du droit, il a tout à fait ce droit à une information loyale et transparente. Donc j'entendais tout à l'heure transparence, mais cette transparence, elle est déjà en vigueur dans notre droit. Elle est là aussi la problématique. Pierre Chasseret, la seule solution pour avoir une information loyale, transparente, c'est ce qui a été évoqué aussi dans ce sujet. Il faut des autorités indépendantes de surveillance, type ONG par exemple. Oui, ce serait une option plutôt intéressante pour aller vers davantage de transparence. Mais encore une fois, la norme, elle est bonne. Ce qu'on a mis en place, les normes qu'on a mis par le passé, ce sont des normes qui avaient quoi pour objectif? Faire en sorte que l'industrie automobile progresse. C'était ça l'objectif de la norme. Alors, objectivement d'ailleurs, elle était intenable en conditions réelles de circulation, et c'est tout l'enjeu, c'est de transformer... Ça ne justifie pas la tricherie non plus. Mais rien ne justifie qu'on triche. Rien ne justifie un jour qu'on triche vis-à-vis du consommateur. Rien. Le groupe Volkswagen a triché, le groupe Volkswagen, vous savez, va être condamné. Ce qui me gêne un petit peu, c'est par contre cette psychose qu'on est en train d'entretenir. Vous savez, si demain vous avez une Volkswagen et que en plus vous allez porter plainte, vous êtes juste en train d'alimenter cette psychose sur un marché qui au départ, sur le marché de l'occasion, les Volkswagen se vendaient très bien. Elles se vendent d'ailleurs toujours très bien d'occasion. J'ai peur qu'à force de parler de cela, le consommateur soit juste en train de se faire mal à lui-même. Le groupe va être condamné et sanctionné. Il va y avoir des rappels de véhicules, il va y avoir des lourdes sanctions financières. Il y a eu un recul de 3,5% des ventes en octobre pour les ventes de Volkswagen. Oui, mais Citroën est à moins 13%. Sur un mois, on ne peut rien dire. C'est pas sur un mois que ça va jouer. C'est sur la durée. Quand on a un groupe aussi fort qui a fait plus 4,4 le mois d'avant et moins 3,3 le mois d'après, on ne peut rien en déduire. Il va falloir beaucoup plus de temps pour voir l'impact sur l'image de la marque. Je ne pense pas qu'elle sera si terrible que ça, parce que le problème, vous connaissez l'adage, hein, qu'on parle de moi en bien ou en mal, tant qu'on parle de moi. Oui, mais ils n'ont pas raison quand même, ces consommateurs lésés, de porter leur préjudice devant la justice. Mais moi, ce que je constate, c'est que les personnes qui m'ont saisi pour défendre leur intérêt, elles ont le souhait de défendre cet intérêt. C'est-à-dire que, au-delà, effectivement, peut-être que ça va déprécier le marché de l'occasion. Mais tout de même, ces consommateurs veulent que le responsable, c'est-à-dire Volkswagen, prenne ses responsabilités. Parce qu'il est là aussi le sujet, c'est-à-dire qu'il y aura, de ce point de vue d'ailleurs, un avant et un après. C'est-à-dire que tous les professionnels sont maintenant de l'automobile, mais pas d'ailleurs que dans ce secteur, sont prévenus que les consommateurs peuvent s'organiser pour se défendre. Et ça, je crois que ça manquait aussi dans notre façon de fonctionner, c'est-à-dire que tel que le régime juridique, enfin tel que le système juridique en France est posé, et tel que les sanctions existent, il était parfois tentant pour un professionnel de tromper le consommateur, sachant que la sanction allait ne pas être à la hauteur du bénéfice. L'objectif maintenant des consommateurs et la possibilité aujourd'hui qu'ont les consommateurs, c'est de se réunir pour justement décourager la fraude qui n'est plus intéressante financièrement. Ça, je crois que là-dessus... Ouais, mais du coup, ça peut jeter aussi l'opprobre sur toutes les autres filières automobiles. Alors c'est ça qui a été gênant. Et c'est ça qui me gêne le plus terriblement. C'est que finalement, on est dans un système où il a été extrêmement politisé. Cette affaire est devenue, de l'affaire Volkswagen, on a transformé ça en une affaire diesel. Et on a mis tout le monde dans le même panier. Donc je remercie officiellement Ségolène Royal d'avoir monté cette commission, d'y avoir d'ailleurs invité 40 millions d'automobilistes, on y participe. Cette commission qui est là pour vérifier que les autres véhicules n'ont pas de logiciel de triche, elle est extrêmement positive. Elle a quoi comme but? Elle a pour but déjà de rassurer le consommateur que ce n'est pas parce qu'il y a triche chez une personne
qu'il y a triche partout. Ouais. Maintenant, mais vous écoutez, vous êtes déjà certains des conclusions de cette commission? On a déjà les premières tendances. On a bien vu que dans les conditions réelles de circulation, bien sûr qu'on a un petit peu plus d'émissions polluantes que sur le régime dit laboratoire. Et on voit bien que le véhicule Volkswagen qui était incriminé, il pollue plus que ce qui était donné. Donc il y a confirmation, mais apparemment, on ne va pas jeter vraiment tout le discrédit sur l'intégralité de la filière. Je crois que la filière de l'industrie automobile fait énormément de progrès ces dernières années. Énormément. J'aimerais bien d'ailleurs que toutes les filières fassent autant de progrès que l'industrie automobile. Mais j'ai l'impression que là, on cherche un bouc émissaire à la pollution, encore une fois. L'automobile, c'est ce qui est visible. On ne pense pas à la pollution par les lampes, par le chauffage, on ne pense pas à ces sources polluantes. La voiture est devenue le symbole de la pollution et j'ai bien peur qu'on en fasse un petit peu trop et que ça se retourne finalement contre le marché de l'occasion. Maître Constantin Vallet, on sait qu'aux États-Unis, chaque propriétaire de Volkswagen, enfin de véhicules disposant de ce fameux moteur, recevra en gros 932 €, soit 1 000 $ d'indemnité. C'est ce que vous espérez pour les clients français lésés? Alors, c'est ce qu'on espère. Enfin, en tout cas, c'est un minimum parce que l'automobiliste qui a acheté une voiture à 15 000 € et l'autre qui a acheté une voiture à 80 000 € n'est pas placé dans la même situation. Donc, en termes, une indemnisation qui est fixe par automobiliste, déjà, n'est pas juste par rapport au préjudice subi. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est que les professionnels adaptent leur attitude, leur responsabilité. Et je crois que là, Volkswagen, parce que dans cette crise, peut-être qu'effectivement, tous les constructeurs peut-être sont à un moment donné soupçonnés, et cette commission peut-être lèvera le doute sur tel ou tel constructeur. Mais au-delà de ça, on a maintenant... Ça peut jouer en votre faveur ou en votre défaveur, selon vous? Ça n'est pas, je ne crois pas que ce soit un critère dans les procédures judiciaires que je vais conduire. C'est pas quelque chose qui va influencer le sujet. En revanche, là, Volkswagen est devant une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout professionnel qui se trompe, qui commet une erreur, qui commet une faute, qui viole la loi, doit l'assumer. Et là, l'attitude de Volkswagen... Enfin, il y a plusieurs choix pour Volkswagen. Je pense que le choix que Volkswagen devrait faire, c'est simplement de prendre les devants, effectivement, comme la marque l'a fait aux États-Unis, et proposer une solution aux consommateurs français. On voit qu'il y a quand même une demande, peut-être pas de tous les propriétaires de Volkswagen, mais enfin, je suis sollicité sur ce sujet, d'autres confrères le sont également. Il y a donc une demande. Volkswagen doit y répondre, et d'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'elle sortira par le haut de ce scandale, parce que les consommateurs qui ont choisi cette marque, peut-être choisiront à nouveau cette marque, justement parce qu'elle aura fait preuve de solidité et que les consommateurs pourront lui faire confiance à l'avenir. Ça, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est extrêmement et qui est fondamental dans une marque. C'est sur le service après-vente. Et là, on est en plein dedans. En effet, une marque qui sait répondre aux attentes de ses clients, c'est une marque qui aura tout gagné. Donc l'appel que vous lancez, c'est plutôt quelque chose qu'on soutient. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à ce débat. Nous vous en parlions hier, le contrôle aux frontières est donc rétabli à partir d'aujourd'hui, et ce pour un mois. 30 000 policiers sont mobilisés pour sécuriser l'entrée sur le territoire français, le temps de la COP 21, où 195 délégations officielles sont attendues, mais aussi d'importantes manifestations annoncées. Écoutez à ce propos le directeur de la police aux frontières. Concrètement, durant ce mois-ci, nous allons avoir 3 phases. Une phase qui débute aujourd'hui de contrôle aléatoire, c'est-à-dire nous allons nous déplacer sur l'ensemble des points. Ensuite, une phase de contrôle renforcé. Et puis 4 ou 5 jours avant le sommet du 29 et les manifestations du 12, il y aura des contrôles permanents. Marie Brémaud nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Marie. Alors on le disait, la COP 21 arrive à grands pas. Alors étonnement général hier avec les déclarations du secrétaire américain John Kerry qui a clairement affirmé qu'il n'y aurait pas d'accord contraignant à l'issue de cette conférence climat à Paris. Oui, tout le monde hier s'est offusqué des propos du secrétaire d'État américain John Kerry dans les colonnes du Financial Times. Les commentateurs se sont même demandé s'il n'avait pas enterré avant l'heure la COP 21 qu'on nous présente comme vitale pour la planète et à juste titre. Et pourtant, rien de nouveau sous le soleil, Delphine, puisqu'il n'a jamais été question pour les États-Unis d'un accord juridiquement contraignant. Il n'y en a jamais été question aujourd'hui en 2015, ni auparavant, ni lors des sommets climat passés, que ce soit à Kyoto en 1997 ou à Copenhague en 2009. La position des Américains n'a jamais bougé. Et pour cause, pour que l'accord lie juridiquement le pays au reste de la communauté internationale, eh bien, cela nécessite une ratification du Congrès qui est hostile à ce que soit inscrit un objectif précis de réduction des gaz à effet de serre, même si Barack Obama ces derniers temps a donné
des signes encourageants sur la politique environnementale et sur la volonté de contenir le réchauffement climatique. Eh bien, il sait qu'il n'aurait pas la majorité politique nécessaire au Sénat. Donc là, Delphine, vous nous dites, alors pourquoi, si rien ne vaut le soleil, pourquoi un recadrage de François Hollande hier, qui s'exprimait depuis Malte et qu'on écoute. Si l'accord n'est pas juridiquement contraignant, il n'y a pas d'accord. Parce que ça voudra dire qu'il n'est pas possible de vérifier ou de contrôler les engagements qui seront pris. Eh bien, le président français fait du succès de la COP21 une affaire personnelle. Il met la pression sur les États-Unis, l'un des plus gros pollueurs au monde. Et avec les Américains, le chef d'État espère faire bouger les lignes. Mais soyons lucides, il y a peu de chances que les 195 participants à la COP21 parviennent à un accord juridiquement contraignant. Et pourtant, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de contraintes. Une subtilité que nous explique Célia Gauthier du réseau Action Climat. L'accord en lui-même, il aura ce qu'on appelle force légale, c'est ce que les Nations Unies ont décidé il y a quelques années à Durban. Mais à l'intérieur de cet accord, il y aura des éléments contraignants et des éléments qui le seront moins. Et notamment le point que les États-Unis exigent, qui est de ne pas avoir d'objectifs contraignants en matière de réduction des gaz à effet de serre. Pour ce qui est de l'ambition de l'accord et de son caractère efficace, et ce qui va vraiment permettre de lutter contre les gaz à effet de serre, il va falloir quand même qu'il y ait une contrainte. Et pour les pays vulnérables, ceux qui sont les plus durement frappés par les changements climatiques alors qu'ils ne l'ont pas causé, c'est un point très important, notamment est-ce que les financements seront sur la table pour leur permettre de s'adapter au changement climatique, et est-ce que ça sera sous la forme d'une contrainte ? Pas d'accord juridiquement contraignant, mais des mesures contraignantes, la nuance est très subtile. On peut donc imaginer qu'il y a un caractère obligatoire pour certaines mesures, comme le financement de la transition énergétique ou bien des réunions tous les 5 ans pour faire un bilan. Et puis pour faire bouger les lignes, Delphine, il reste la mobilisation dans la rue et citoyenne. La veille de l'inauguration de la COP21 aura lieu la marche mondiale pour le climat à travers le monde, de quoi jusqu'au bout faire comprendre aux décideurs politiques du monde qu'ils doivent être à la hauteur de l'enjeu, à savoir sauver notre planète et l'humanité. Merci beaucoup Marie, rendez-vous vendredi prochain. Marisol Touraine, la ministre de la Santé, s'est déclarée favorable à une évolution de la TVA sur les tampons réclamée par les féministes. Un nouvel amendement sera examiné au Sénat à partir du 19 novembre. Tam Tranui, vous êtes avec la sénatrice communiste Annie David. Alors comment accueille-t-elle cette annonce? Et oui, les associations féministes ont finalement eu gain de cause. Est-ce que vous êtes satisfaite par la mesure annoncée, cet amendement qui va venir réduire la TVA sur les protections hygiéniques féminines? Oui, bien sûr, moi je suis satisfaite de cet amendement et je trouve que c'est bien que finalement le gouvernement revienne sur cette mesure. Bon, le PLFSS est composé de tout un paquet de mesures et d'amendements. Je trouvais dommage que celui-ci ne soit pas adopté. J'ai surtout regretté les propos un peu malheureux du ministre. Oui, Christian Eckert, qui à l'Assemblée nationale a comparé ça à de la mousse à raser. Voilà, bon, je pense que même si ensuite il a dit qu'il avait 2 filles et qu'il est entouré de beaucoup de personnes concernées par ce problème-là, voilà, je pense que ces propos ont été malheureux et que c'est sans doute ce qui a fait qu'on en a parlé autant. Et oui, de nombreuses observatrices, notamment sur Internet, ont estimé que c'était le reflet d'un Parlement machiste. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Oui, je pense qu'aujourd'hui, même si on commence à être quelques femmes parlementaires, je pense que dans l'ensemble, le Parlement est encore assez macho et que la loi est beaucoup faite par les hommes et pour les hommes. Donc voilà, je pense que cet événement, cet amendement qui a fait tant le buzz, va peut-être être porteur non seulement de cette avancée concernant ces produits hygiéniques, mais aussi pour la vision en politique de la place nécessaire des femmes dans la politique. Si on veut que la politique corresponde à la société, il faut qu'elle soit faite par des hommes et par des femmes. Sur le fond de cette mesure, l'Irlande, par exemple, pratique le taux 0 sur les protections hygiéniques. Est-ce qu'il faut une uniformisation européenne? On sait que le Royaume-Uni est prêt à aller jusqu'à Bruxelles pour ça. Alors, moi, je ne sais pas s'il faut qu'on descende jusqu'à 0%, mais je sais qu'il y a en France une taxe pour les produits de première nécessité. Déjà que ces produits hygiéniques soient mis dans cette case-là des produits de première nécessité, je trouve que c'est pas un produit
produits de luxe à 20%. Je trouve que c'est très bien et que c'est déjà une bonne avancée. Maintenant, s'il faut aller plus loin, alors à ce moment-là, je pense que c'est l'ensemble des produits de première nécessité qu'il ne faudrait pas taxer du tout, et donc à 0%. Et là, en effet, que ces produits-là soient également taxés à 0%. Mais il reste un argument financier qui est quand même l'argument de fond qui a été mis en avant par Christian Eckert, c'est les 50 millions d'euros que ça coûte. Où est-ce qu'on les trouve? Qu'est-ce qu'on fait en période d'économie? Alors, je peux vous donner plusieurs recettes pour trouver les 50 millions. Déjà, il y a du CICE, il y a du CIR, il y a des exonérations de cotisations. Alors là, les exonérations de cotisations, c'est plus pour le PLFSS que pour le PLF. Mais étant donné qu'en PLF, on est obligé de compenser les exonérations de cotisations patronales, encore cette année, un peu plus de 3 milliards. Vous voyez, les 40 millions sont déjà tout trouvés. Il suffit de réduire de 40 millions les exonérations de cotisations patronales qui ne sont pas remboursées par le budget de l'État. Et on va chercher ça du côté des entreprises. Voilà, et on va pas chercher ça du côté des entreprises, on va chercher ça du côté des cadeaux faits aux entreprises et de la diminution des cadeaux faits aux entreprises. Aujourd'hui, on demande beaucoup d'efforts à l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens. La situation budgétaire est importante et grave, c'est évident, mais il faut que chacune et chacun contribue à cet effort de budget. Et il faut que les entreprises contribuent au même titre que toutes celles et tous ceux qui habitons dans notre pays. Merci beaucoup Annie David d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam, et on suivra attentivement les débats sur le PLF. Ce sera jeudi à partir de 11h au Sénat. Tout de suite, je vous propose de revenir sur les temps forts de l'actualité passée de la semaine au Sénat. C'est un best-of préparé par Saveria Rojek. Ce projet de loi, d'abord, marque une étape nouvelle dans le redressement des comptes sociaux. Réduire le déficit de la sécurité sociale, ce n'est évidemment pas une fin en soi. Je veux dire par là qu'il ne suffit pas de réduire le déficit de la sécurité sociale pour considérer que le résultat serait atteint. Mais c'est une exigence que nous devons à nos concitoyens qui n'acceptent pas la perspective de laisser la dette en seul héritage à leurs enfants. C'est une exigence vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui seraient les premiers à pâtir de la régression des droits dus à l'austérité budgétaire. C'est une exigence, enfin, si nous voulons pouvoir garantir à chacun qu'il continuera de pouvoir bénéficier de l'accès aux soins et en particulier aux traitements les plus coûteux, sans condition, comme nous l'avons fait pour les malades de l'hépatite C. Mais demain, ce sont de nouveaux traitements très coûteux contre certains cancers qui vont arriver sur le marché. Et nous avons besoin, pour cela, de nous donner des marges de manœuvre nous permettant de les financer. Cet article abaisse à 193 000 € 5 plafonds annuels de la sécurité sociale le seuil d'assujettissement à cotisation sociale au premier euro des indemnités de rupture. Les sommes concernées par cet article ne sont pas des salaires destinés à compenser un préjudice, elles ont un caractère indemnitaire. C'est pourquoi elles n'étaient pas soumises à cotisation. Un seuil d'assujettissement à cotisation au premier euro de 380 000 € actuellement a toutefois été mis en place afin d'éviter les situations les plus choquantes, dit parachute doré. Il n'évite manifestement pas le versement de sommes très élevées. Le projet de loi de finances abaisse en outre le plafond de fiscalisation des indemnités de cessation forcée d'activité des dirigeants et mandataires sociaux, ce qui paraît préférable à l'assujettissement à cotisation au premier euro. Il est donc proposé, pour toutes ces raisons, de supprimer cet article. Comme c'est un amendement qui est issu de l'Assemblée nationale, il n'y a pas vraiment d'étude d'impact. Les renseignements qu'on a pu obtenir, il semblerait que peu de contribuables seraient concernés, moins d'une dizaine. Donc, il nous semble que c'est quand même un amendement, comment dire, pour faire essayer de se mettre un peu en valeur en disant on va lutter contre les parachutes dorés. Mais passer de 380 000 à 190 200 € pour le seuil, ça nous paraît, nous, effectivement, quelque chose qui n'est pas utile eu égard à tous les dispositifs qui ont été pris, notamment, je crois, en 2012,
un certain nombre de dispositions ont été prises qui nous paraissent quand même aujourd'hui suffisantes, il suffirait de les appliquer. Alors la vraie question, c'est de savoir si elles sont vraiment appliquées. J'ajouterais qu'elles peuvent s'étendre aussi aux salariés, pas seulement au président directeur régional, mais aussi aux salariés qui pourraient être ou peu ou prou mandataires social. Pour toutes ces raisons, moins de 10 personnes concernées, voter ad hominem, ça ne nous paraissait pas tout à fait utile. Donc nous avons le même avis que la Commission des affaires sociales. 10, c'est pour les mandataires sociaux. Mais pour les salariés, je ne connais pas. Je ne sais pas si le gouvernement pourra nous répondre sur le nombre de salariés qui pourraient être effectivement touchés par cette mesure. Ça touche des cadres supérieurs, pas forcément des PDG d'entreprise. Parce qu'il suffit d'avoir travaillé, je ne sais pas, 30 ans dans l'entreprise, d'être licencié, de bénéficier dans certaines entreprises de conventions collectives assez privilégiées, ça existe, notamment dans le secteur bancaire, et on atteint assez facilement les 193 000 €. Alors est-ce qu'il faut pénaliser, alors qu'il est justement pénalisé, ce cadre, parce qu'il est licencié? Est-ce qu'il faut encore le pénaliser en lui faisant payer une cotisation? Je rappelle qu'il a payé des cotisations auparavant, évidemment, sur ses salaires. Voilà la question et voilà la raison pour laquelle on n'est pas très favorable. Maintenant, ça sera au Sénat de se prononcer. Alors, avis du gouvernement, Monsieur le ministre. J'ai de mal à comprendre parce que j'entends dire tantôt qu'il y a tellement peu de gens concernés qu'il ne faut pas le voter. Et puis que finalement, je crois le même disait tout à l'heure qu'il y a aussi des salariés. Moi, il me semble que 190 000 €, c'est déjà une somme, quoi. Enfin, il y a assez peu de salariés qui, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, par exemple, bénéficient de 190 000 € de prime de départ. Alors, bien sûr, on n'est pas dans... Oui, moins d'une dizaine de mandataires sociaux concernés, probablement... Il s'agit de chiffres à prendre avec prudence, mais enfin, d'après nos services, autour de 200 à 300 salariés qui pourraient être concernés par an. Donc, un rendement, c'est faible, ce n'est pas une mesure de rendement que l'Assemblée nationale a adoptée. Je rappelle que cet article est issu d'une proposition parlementaire, pas une proposition du gouvernement, mais le gouvernement le prend comme tel. Moi, je considère que c'est effectivement une mesure tout à fait intéressante. Qui n'est pas de nature à pénaliser les salariés, mais enfin on peut quand même comprendre qu'à partir de sommes de cette importance, on puisse contribuer, je crois, à nos régimes de sécurité sociale à partir du premier euro, puisque c'est le but de cet amendement. Donc évidemment, le gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, à ces deux amendements de suppression. On n'est pas sur des petites sommes, monsieur le rapporteur, et je souscris avec l'ensemble de mon groupe à ce que vient de dire monsieur le ministre. C'est-à-dire qu'effectivement, comme il l'a souligné, ça provient d'une proposition de l'Assemblée nationale et nous nous félicitons de cette mesure qui va en fait dans le sens de la justice sociale et fiscale. Mais peut-être que Monsieur le ministre et le rapporteur peuvent sortir s'expliquer parce qu'ils ont l'air d'avoir des arguments passionnants mais dont on ne profite pas. Donc c'est un peu ennuyeux. Donc je continue mon explication pour soutenir donc les arguments de Madame la ministre, de Monsieur le ministre, pardon. Je suis troublée. Et donc, pour appeler à ne pas voter pour cet amendement de suppression. Je voudrais dire quand même qu'on l'a souligné à plusieurs reprises. Je pense qu'il est vraiment très important de faire en sorte que chacun contribue à proportion de ces éléments de rémunération aux cotisations sociales. Et je pense que ça, c'est une mesure qui va dans le bon sens. Et on ne peut pas nous accuser au niveau du groupe CRC d'avoir en quelque sorte une pensée qui va toujours dans le même sens, alors que les arguments qui sont donnés par le rapporteur général vont toujours dans le même sens. C'est-à-dire que surtout, il ne faut pas toucher à ceux qui, quand même, ne sont pas à plaindre. Parce que, en l'occurrence, les seuils qui sont proposés ici relèvent quand même déjà d'une certaine aisance. Donc, au moment
où les uns et les autres sont à la recherche d'économies et toujours quand même sur le dos des mêmes, eh bien je pense qu'il serait quand même beaucoup plus décent ensemble d'adopter une mesure qui va dans le sens de taxer ceux qui aujourd'hui bénéficient quand même d'indemnités qui sont tout à fait conséquentes et qui vont permettre certainement de pouvoir poursuivre leur parcours professionnel. Donc voilà. On est dans un moment fort et je crois qu'un peu de justice sociale, un peu de décence ferait du bien, y compris à notre système et avant tout à notre système de protection sociale. En visite au CRA de Paris-Vincennes, j'ai rencontré des gens perdus, exténués, humiliés, n'ayant rien à faire là, arrêtés dans les gares parisiennes pour empêcher leur départ vers Calais. Monsieur le ministre, quand sera-t-il mis fin à une manipulation attentatoire à la dignité des personnes et ternissant l'image de la France? Votre préoccupation, Madame Benbassa, c'est comme celle d'autres d'ailleurs, qui sont plutôt de ce côté de cet hémicycle. Non, rassurez-vous, je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui sont en haut et à l'extrême droite et de ceux qui parfois leur emboîtent le pas. C'est d'instrumentaliser la question migratoire, à des fins politiques plutôt que de dire la vérité sur ce que nous faisons, tout simplement parce que ce pays est la France et qu'en France on réserve les meilleures conditions d'asile à ceux qui ont le droit à l'asile en France. J'aurais aimé vous entendre dire cela, mais pour cela, il aurait fallu que vous convoquiez dans votre question la vérité. On était loin de la vérité. Monsieur le Premier ministre, je vous interpelle en qualité de chef du gouvernement. Le gouvernement, il ne se passe pas 2 jours, il annonce une réforme. La réforme du prélèvement de la source à l'impôt sur le revenu. Une réforme du Code du travail. Faire voter le tiers payant. La mise en œuvre de la révision des bases de la valeur locative et veut faire voter la réforme de la dotation globale de fonctionnement pour les collectivités. Toutes ces réformes ont un point commun. Monsieur le ministre, le gouvernement a décidé qu'elles n'entreraient en vigueur qu'après 2017. En vertu de quelle logique, Monsieur le Premier ministre, reportez-vous systématiquement, tout en affirmant quotidiennement qu'il y a urgence absolue à réformer le pays? Nous attendons votre réponse. Il y a là, au Sénat, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, une ambiance que j'aime désormais à retrouver régulièrement. Et une attente que je ne trouve pas ailleurs, mais que je vois ici. J'en conclus, Monsieur le Sénateur, c'est que nous avons une approche différente de la réforme. Pour moi, les réformes sont celles qui s'inscrivent dans le temps et qui sont efficaces. Ce n'est pas les sbroufs, c'est une capacité à réformer une société qui est difficile à réformer, mais ce que nous avons engagé change et changera profondément le pays, qui a besoin de se préparer à confronter les grands défis de l'avenir, mais dans la justice, c'est ce que nous demandent les Français. Je note, Monsieur le Premier ministre, que vous avez passé 5 minutes de votre temps à justifier ces réformes sans nous expliquer réellement ce qui justifiait une mise en œuvre aussi tardive. Je constate, Monsieur le Premier ministre, qu'aujourd'hui, c'est le mécontentement général dans le pays. Les médecins vont être dans la rue, après les avocats et les policiers. C'est de la véritable valse-hésitation à laquelle nous assistons de la part de ce gouvernement. Eh bien, nos concitoyens seront, le moment venu, tirer les enseignements de votre position. On est toujours le méchant de quelqu'un. Donc sans doute que les constructeurs ou les équipementiers ou encore d'autres entreprises sont le méchant de d'autres personnes. Ici, c'est possible. Mais pour les théoriciens de la régulation et de la conformité, par exemple Jean Tirole, qui a eu un prix Nobel pour ça, le grand méchant, c'était l'homme politique. Parce que lui aussi, il est biaisé, il est situé, parce qu'il veut faire plaisir à ses électeurs, il aimerait tellement être réélu. Donc, il en dit beaucoup de mal, Jean Tirole, comme ici, on dit beaucoup de mal des entreprises. Ben oui, elles voudraient ne pas faire faillite. Alors, elles aimeraient aussi encore vendre un peu de voitures, j'imagine, enfin un peu d'équipement, j'imagine. Mais ceux qui réfléchissent sur les normes, ils prennent comme acte que tout le monde est situé.
tout le monde a des intérêts. Et ils se disent que la meilleure façon de concevoir les normes, les transmissions d'informations, parce que tout le monde en manque, tout le monde est en asymétrie d'informations, c'est de se demander non pas quel est celui qui n'a pas d'intérêt, parce que personne est sans intérêt, ça n'existe pas. Non pas de rechercher qui est impartial, parce que personne n'est impartial. Ça n'existe pas non plus. Pas même le juge, celui devant lequel il va y avoir une class action contre Volkswagen. Ah ben ça, vous connaissez sans doute les grands cabinets américains. Ils sont tous en train d'étudier le dossier parce que ce sont des millions d'honoraires qui vont tomber. C'est le pactole, la bonne nouvelle. Ça a été le dossier, plein d'argent pour les juristes. Donc tout le monde est intéressé. Donc quelle est la bonne méthode de la relation, puisque c'est votre sujet de deuxième table ronde? C'est pas de se demander qui est impartial et qui était au-dessus du lot. Non, c'est quel est l'intérêt commun entre l'industrie, la population et le politique. Une fois qu'on a trouvé un intérêt commun, par exemple, entre la France, l'Europe, l'industrie européenne, et là, une fois qu'on a trouvé un intérêt commun, on prend les normes adéquates. Et là, on arrête de s'étonner de voir que les normes américaines et les normes européennes ne sont pas les mêmes. Et on ne recherche pas nécessairement à faire une convergence, mais on cherche par exemple à ce que les normes conçues en Europe deviennent universelles. Ça, les Américains, ils savent très bien les faire, car comme vous l'avez très bien dit, les Américains, ils conçoivent des normes, ils font en sorte qu'elles soient appliquées dans le monde entier, sauf aux États-Unis. Parce que l'art des normes, alors, ils le maîtrisent très bien. Bravo. Voilà, je passe la parole à Monsieur Christophe Lerouge, qui est chef du service de l'industrie à la Direction générale des entreprises au ministère de l'économie. La DGE, effectivement, qui est sous l'autorité d'Emmanuel Macron. Moi, j'interviens sur la partie anticipation. Et pour dire que le ministère de l'Industrie travaille, et sans difficulté, avec les entreprises, les constructeurs automobiles, la filière automobile, pour que soient pris en compte les questions de compétitivité, les questions d'emploi, les questions d'activité économique, et que nous travaillons aussi avec les constructeurs sur les questions d'anticipation et de normes, avec ce qui a été dit, c'est-à-dire l'intérêt finalement de travailler sur des normes qui tiendront compte aussi des intérêts économiques et de l'activité des entreprises françaises. Je parle bien de filière parce que nous travaillons avec la filière, c'est-à-dire non seulement les constructeurs automobiles, mais les équipementiers et aussi les acteurs de l'aval. Pourquoi? Parce que quand on travaille sur les questions de baisse de la pollution ou des émissions ou de baisse de la consommation, on touche sur toutes les parties du véhicule. C'est non seulement la motorisation, c'est la conception du véhicule, mais c'est question d'allègement de structure. Et donc c'est bien toute une chaîne et toute une filière industrielle qui est impactée et qui est concernée sur ce sujet. Et nous travaillons avec cette filière à travers des instances qui ont été créées finalement non seulement sur la filière automobile mais sur les autres filières, parce que nous avons besoin, administration, de dialoguer avec les industriels à travers ce qu'on appelle les CSF, les comités stratégiques de filière. Et nous avons un comité stratégique de filière organisé autour de la PFA, la plateforme automobile, qui organise finalement le lien entre les constructeurs, les équipementiers, les organisations syndicales et l'administration. Et ce comité stratégique de filière a établi un contrat stratégique qui a été signé par les différentes parties que je viens de citer, avec des objectifs technologiques, des objectifs d'organisation, et sur lequel on peut déboucher sur des positions techniques de la filière qui sont permises par ce travail collaboratif. La deuxième chose que je voudrais dire au-delà de ce travail, c'est finalement nous, on n'est pas une administration régalienne, le ministère de l'Industrie, enfin en tout cas dans le service dans lequel je travaille. On est sur vraiment des questions d'activité économique, d'anticipation, d'innovation. Et on est convaincu que finalement, c'est quelque chose qui touche à toute l'industrie. L'évolution et l'amélioration de l'efficacité énergétique, des baisses d'émissions de pollution passent
par de l'innovation, passe par des transformations industrielles et a été mis en place un plan que vous connaissez qui finalement a été lancé il y a quelques années sur la Nouvelle France industrielle. La Nouvelle France industrielle qui est organisée en 9 solutions, dont une qui concerne la mobilité écologique. Cette mobilité écologique, elle travaille sur des plans industriels, sur le véhicule 2 litres au 100, sur le développement des bornes électriques de recharge, sur les questions de stockage de l'énergie à travers des batteries qui permettent de mettre en place des véhicules électriques. Et vous l'avez cité, même si ce n'est pas le sujet de la table ronde d'aujourd'hui, sur les questions de véhicules autonomes. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous travaillez avec le ministère de l'écologie, par exemple? Alors, le ministère sur la de l'écologie... préparation du comité qui a validé la norme, très concrètement. Très concrètement. Et peut-être avec d'autres ministères. Je pense au ministère de la Santé, par exemple. Comment sont-ils associés? Peut-être à d'autres ministères. Vous savez que dans les positions qui sont prises par le gouvernement, c'est finalement les services du Premier ministre ou le Premier ministre qui prend la décision. Et ça se passe dans des arbitrages interministériels, dans ce qu'on appelle, ce que vous connaissez bien, les réunions interministérielles, où la décision est prise par le service du Premier ministre avec une présence des différents ministères représentés. Donc évidemment, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Industrie, et dans ces arbitrages qui sont rendus dans ces réunions, eh bien, la DGEC ou le MED va porter son point de vue, le ministère de l'Industrie va porter son point de vue, et après c'est un arbitrage de nature politique à l'échelle du gouvernement, donc pris par le niveau Premier ministre. Et alors, sur ce sujet concerné, quelle a été la position du ministère de l'Industrie? Sur le sujet de quoi? De ce qu'on vient d'évoquer sur la comitologie, et parce qu'on a du mal à comprendre exactement, donc ça m'intéresse de comprendre quelle était la façon dont elle est prise la position de la France. Alors après, la position de la France, elle est validée par les services du Premier ministre, par le SGAE, le service général. Moi, je parle en amont de ça, la position amont, du ministère. On ne va pas rentrer dans les détails, mais... Le rôle du Parlement, ça ne vous a pas échappé, c'est de contrôler notamment l'action du gouvernement. Alors, nous étions dans une position où, finalement, on considérait que ce qui avait été proposé par la Commission européenne était une situation de progrès par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. La position du ministère de l'Industrie était de soutenir la position de la Commission européenne. C'est intéressant à savoir. C'est de toute façon ce qui a été pris comme position au niveau du comité. Ah bah non. Ce n'est pas la position de la Commission européenne qui a été retenue. Je crois qu'il n'y a pas de débat sur le fait que la position de la Commission européenne, et ça a été rappelé, était clairement beaucoup plus ambitieuse que la position qui est sortie du comité. Ou alors, là, il faut qu'on nous explique qu'il y a des choses qu'on a mal compris. Monsieur Cosigou. La Commission est arrivée avec une proposition et le représentant de la Commission qui présidait, en l'occurrence moi-même, j'avais un mandat pour prendre en compte les avis des États membres. Donc, on est bien d'accord, donc la position initiale de la Commission était plus ambitieuse. Dans les discussions, pour tenir compte des appréciations différentes sur ce que devaient être les marges de conformité, enfin les marges, etc., c'est quand même sur la base d'une proposition de la Commission que les États membres que les représentants des États membres dans le comité ont voté. Oui, mais sur une position différente. Si la Commission n'avait pas modifié la proposition qu'elle avait à l'entrée, il n'y aurait pas eu vote. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il y aurait. S'il y avait eu un vote, je ne sais pas ce qu'aurait été le résultat. Mais donc, c'est aussi pour ça qu'il y a un comité, c'est pour qu'on parle. Non, mais on cherche juste à bien comprendre le jeu des différents acteurs, et je crois que les choses sont assez claires sur le fait que la position initiale de la Commission n'est pas celle qui est sortie du débat. Vous nous le dites d'ailleurs, le rôle du comité, c'était d'adapter. Donc la question que je repose au ministère de l'Industrie, c'était est-ce que le ministère de l'Industrie était favorable à la position de la Commission en entrée de discussion ou pas? On était favorable à la position sur laquelle on a atterri au moment de la Commission. Voilà. La proposition que je vous fais est la suivante. Les partenaires sociaux ont mis sur pied un accord permettant d'envisager une retraite à la carte. Un bonus-malus, que vous avez tous vu, qui est astucieux ou compliqué, mais qui revient en fait à partir à l'âge à taux plein de retraite à l'âge de 63 ans. Ce dispositif réintroduit une disparité entre les salariés du privé et les fonctionnaires qui pourront continuer à partir à 62 ans avec leur retraite complémentaire complète.
La réforme de 2003 s'était employée à gommer les différences entre les deux secteurs. Il n'est pas acceptable que cet accord puisse revenir sur cet acquis. Aussi, mon amendement propose une évolution. Premièrement, il reporte à partir du 1er janvier 2017 l'âge légal de 6 mois par génération pour qu'au 1er janvier 2019, il soit porté à 63 ans pour les générations nées après le 1er janvier 1957. Il ne modifie pas l'âge d'annulation de la décote qui demeure à 67 ans, contrairement à ce que nous avions voté l'année dernière, puisque c'était un report à 69 ans. Les carrières incomplètes ne sont donc pas concernées. Par ailleurs, tous les spécialisés retraite confirment qu'il n'y a pas d'intangible, il n'y a rien d'intangible dans la règle des 5 ans séparant l'âge légal de l'âge d'annulation de la décote. Voilà pour le cœur du dispositif. Le tableau figurant dans l'exposé des motifs vous aidera à comprendre le mécanisme et le calendrier progressif de cette mise en œuvre. Cet amendement s'inscrit dans le calendrier de la mise en œuvre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Vous êtes très largement au-delà de votre temps de parole. Bon, je vais conclure en disant que ce que je propose est quelque chose qui me paraît juste, équitable et socialement acceptable, parce qu'il y a une mise en cohérence avec les décisions des caisses complémentaires Argic-Arco, que la retraite à temps plein est maintenue à 67 ans, qu'il y a convergence entre le régime public et privé, et qu'avec la C3P, les gens qui auront, à partir de 2019, les gens qui auront plus de 2 facteurs de pénibilité auront gagné 3 trimestres, si bien que pour eux, l'allongement sera simplement d'un seul trimestre. Chaque tranche d'âge doit régler son problème. On ne peut pas laisser aux tranches d'âge à venir derrière nous l'héritage d'une dette qui mettrait en jeu le régime de retraite par répartition. Les comptes vont être à l'équilibre en 2016. Et ce, de façon durable, puisque le financement de long terme, il est assuré par un relèvement progressif et modéré de la durée d'assurance, un trimestre tous les 3 ans, pour atteindre 43 ans pour les assurés nés en 1973, quand on sera en 2035. Donc le régime général sera à l'équilibre en 2016. L'ensemble des régimes de base seront à l'équilibre et durablement avant